Et oui, bonsoir et bonjour pour tous ceux aussi qui vont nous regarder à d'autres moments. Feuille de match, ce soir spécial, vous le savez bien, dans la continuité de tous nos programmes sur Éclair FM, Éclair TV FM cette semaine, ce jour-ci. Voilà, une spéciale autour de notre boss, notre président, notre PDG, notre fondateur de cette radio, de cette télé, Mario Moradel. Et pour cela, avec moi, j'ai, comme d'habitude, mes experts, puisque nous sommes là aussi pour la grille à valider dimanche 23 octobre avant 8h55 avec un gain de 500 000 €. Toujours mes experts. À ma gauche, Guillaume Michaud, bonsoir. Bonjour Pascal, bonjour au public. Je suis un peu sous le choc, un peu attristé comme un peu tout le monde. On va quand même essayer de tenir l'émission. The Show Must Go On. Merci Guillaume. C'est vrai que vous avez la tenue qui sied dans cette circonstance. Patrice Basile. Bonjour à tous. Les circonstances sont dures, mais effectivement, comme le disait Guillaume, the show must go on, et je pense que c'est ce que Mario aurait voulu aussi. Oui, et puis j'ai quand même trouvé, pas dans les archives, mais un style aussi du fil rouge qui pourrait symboliser cette continuité, cette longévité dans le paysage médiatique guadeloupéen, antillais. Maître Gérald Coali qui a œuvré depuis Télé Éclair à l'époque pour les débats politiques et tout ce qui était dans ce registre-là sur Éclair TV. Enfin, Télé Éclair, je dis bien. Bonjour, cher ami Gérald. Bonjour Pascal, Guillaume, Patrick. Eh bien, c'est vrai, Mario, c'était un précurseur. En même temps, c'est quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses. Et à l'heure où la télé est même sur nos téléphones, eh bien, c'est quelqu'un qui a su, bien avant tout le monde, avec quelques autres médias, en tout cas en Guadeloupe, s'ouvrir et faire en sorte qu'on soit écouté dans le monde entier. C'est vrai, Gérald, c'est vrai que pour moi, je me sens un peu, on va dire, confus, plutôt vieux, parce que je ne sais pas si Guillaume aura les mêmes réflexes et la même nostalgie, mais c'est vrai que moi, je suis bastérien, c'est vrai, donc on a grandi avec cette télé, cette radio déjà, cette télé, et puis je salue bien évidemment Alain, c'était Mario et Alain Moradel, voilà, et donc c'est cette espèce de pionnier un peu comme, parce que bon, moi j'ai beaucoup étudié cette histoire de radio libre, télé libre, et c'est vrai que les télé pirates qui ont osé, voilà, et puis faire la musique, la chanson, voilà, et la proximité, et puis la fierté bastérienne, il faut le dire, évidemment. Une télé qui représentait le sud Bastère. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes. Il y a une 7e qui était apparue, elle n'a pas duré aussi longtemps qu'Éclair TV, donc c'est aussi une des forces de la chaîne, c'est d'avoir pu perdurer à travers les âges pour arriver jusqu'à aujourd'hui. En plus, c'est une télé qui a évolué, qui était effectivement basée plus sur le sud Bastère, et aujourd'hui qui rayonne au-delà de la Guadeloupe. Donc bravo à Mario pour le travail effectué. Et, j'espère que quelqu'un reprendra son flambeau assez rapidement. Et c'est vrai que Patrice, c'est quand même des entrepreneurs d'audiovisuel. Comment ne pas avoir un clin d'œil aussi pour Michel Rodriguez. Donc à l'époque, je le disais, certains ne connaisseront pas. Il y avait GTV4, Canal 10 et cette Éclair TV, Télé Éclair qui démarrait, qui ont tenu de la dragéote et qui sont toujours là, en tout cas pour Canal 10 et Éclair TV. Mario faisait partie de ces pionniers qui ont été les premiers à se dire on va essayer d'aller plus loin que ce que l'État français faisait à l'époque et essayer de sortir des sentiers battus. Et moi, ce que je retiens surtout de Mario, c'est l'homme proprement dit. C'est-à-dire qu'il y avait le professionnel, il y avait le pionnier, et puis surtout il y a l'homme. L'homme, pour moi, c'est d'abord la gentillesse qui m'avait frappé dès que j'ai rencontré Mario. C'était un homme extrêmement gentil, ouvert à tout, qui écoutait tout le monde, qui avait évidemment plein de projets, mais en même temps, c'était un passionné. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, et qu'on a fait cette émission, c'est que Mario nous a réunis en tant que passionnés. Et je me souviens que chaque fois qu'on finissait l'émission, eh bien, il apportait il nous appelait, il nous disait, ouais, j'ai trouvé ça super, c'est comme ci, il faut comme ça. C'était quelqu'un qui vraiment était à l'écoute de tout ce qui se pouvait se faire, et encore jeudi dernier, il était là, et il nous félicitait pour l'émission, etc. Donc c'est vrai que c'est surtout ça que je retiens de Mario aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'occasion
l'occasion, mais depuis 2020, c'est ça, que nous le côtoyons au quotidien, en tout cas chaque semaine. C'est vrai que j'ai pas de problème avec ces petits conseils. Il avait toujours des petits conseils avisés avant ou après l'émission me concernant, mais aussi toute l'équipe. Et puis je noterai aussi, moi, à mon sens, que à l'heure où tout le monde parle d'autonomie, d'indépendance, tout ça, voici quelqu'un qui dans son action, sans parler, était vraiment déjà dans cette, à la fois dans cette posture et aussi dans cette espèce de vision, on dit voilà, pionnier, avant-gardiste depuis l'époque de pouvoir, mais pierre après pierre, pouvoir montrer qu'en tout cas dans l'audiovisuel, avec une capacité pour les entrepreneurs aussi de pouvoir trouver leur place et pouvoir donner justement la voix, c'est ça l'image et la voix, ce que permet l'audiovisuel à des agriculteurs, à des personnes de la société civile, comme on dit, la société civile qui pouvaient avoir une aura, une place. Voilà, et puis moi je note aussi, Maître Kouali, désolé, je me rappelle les grands débats philosophiques avec Durizo. Enfin, il y a eu des époques aussi très 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 fortes. Il y avait l'historien de cette rose aussi. Avec Benelux, avec beaucoup de choses. Voilà, il y a eu, et je suis pas là pour pouvoir glorifier, mais même aujourd'hui, dans le PAF, en Guadeloupéen, antillais, moi je souligne la qualité des émissions. Vous avez la qualité des émissions sur Éclair TV. Moi je pense qu'on ne démérite pas, que ce soit littéraire, que ce soit même culturel. C'est vrai, il y avait les débats littéraires. Il faut mais quand c'est pas, mais voilà, mais même t'arrêtes toutes ces émissions et puis le Ludovic, ce qu'il fait, c'est toujours pointu, c'est toujours frais. Moi je note ça en tout cas, et moi donc c'est une manière pour nous, à mon sens, même au niveau de la feuille de match, de pouvoir lui rendre hommage et bien évidemment de donner aussi, de porter la voix de Ronnie Béral qui n'est pas avec nous, qui a voulu être là aussi pour pouvoir donner quelques mots et dire Rudi Zorobabel, notre boss à tous, la conception de cette émission, et même Florence Bernard, notre... Parce que Mario, c'était d'abord effectivement un homme de télévision, c'était quelqu'un qui sentait la télévision, qui sentait ce qui pouvait se faire de mieux, qui avait le sentiment de connaître tout ce que les téléspectateurs avaient envie de voir. Et c'est ça la force d'un homme de télévision, comme à l'époque en France on avait les Tchernia, mais c'était quelqu'un qui savait déranger. C'est vrai ce que tu dis. On se souvient de quelques débats polémiques où l'ancien président de région sortait très énervé, très énervé du local d'Éclair, du plateau. Pétard Titi. Ouais, on pense à Ticlo. Mais au fond, c'était la proximité. C'est ça. Proximité. Donner la place au sport, au club, sur les événements. On a l'impression qu'avec ça, on est un peu distant de tout aujourd'hui. Bien, il faut. Si les gens se parlent, c'est qu'ils peuvent aussi échanger sur des événements et ça doit passer par la télé. Bien sûr. Il avait compris ça très tôt. Très tôt. En tout cas, messieurs, c'est l'occasion aussi de voir l'actualité foot. Il aurait apprécié que nous puissions en parler. Forcément, on parle de Ballon d'Or, on est chauvin, on est content. Enfin Benzema. Enfin, après une longue traversée du désert, hein, c'est quelqu'un qui a vécu pas mal d'épreuves, avec notamment sa non-sélection en équipe de France, donc de 2016 ou 2015, jusqu'à le dernier Euro en 2021. Donc bravo à lui, c'est quelqu'un qui a su rebondir face à ses épreuves. Et félicitations à lui, c'est le Ballon d'Or le mieux élu de l'histoire du Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or le plus vu aussi depuis le premier. Donc il a vraiment chapeau à lui. Alors Mario avait la soixantaine, mais bien réussi physiquement. Il aurait pu être Ballon d'Or aussi. À l'instar Patrice, à l'instar du PDG Moradel, on a aussi ce côté aussi où des fois on a eu des problématiques, mais Benzema a répondu sur le terrain et pas trop dans les médias. Il a fait le dos rond pendant 2-3 ans, il a travaillé et moi je retiens par rapport à d'autres collègues, d'autres footballeurs qui ont essayé de se défendre. Lui, il a rasé les murs, il a repris les crampons et il a mis tout le monde d'accord sur le terrain. Ah oui, l'homme Benzema effectivement m'a beaucoup surpris parce qu'au départ j'étais parti sur l'idée que c'était quelqu'un qui était un peu une racaille quoi. Voilà, un voyou un peu quoi, qui n'avait pas d'éducation véritablement pour apprécier la chance qu'il avait. Et là,
il m'a vraiment surpris parce qu'il a su mener sa barre, comme on dit. Il a franchi les épreuves, il a surpassé les difficultés, comme Mario en son temps et comme aujourd'hui, il le faisait encore. Et c'est vrai que Benzema, il mérite son Ballon d'Or plus que sur le terrain, effectivement, il est prodigieux, mais dans sa vie de tous les jours, il a su reprendre le collier après l'affaire Sextape, etc., où il aurait pu arrêter le football, il aurait dû se dire, bon, c'est fini, comme c'est arrivé d'ailleurs à l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui était à l'origine de la Sextape, justement. Ah, Valbuena, oui. Valbuena. Oui, tout à fait. Au contraire, il est devenu meilleur en tant qu'homme et en tant que footballeur, donc bravo à lui, il n'y a rien à dire. Messieurs, justement, à l'extrême inverse, on a Guillaume, Gérard, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui se passe? Ronaldo, ça se passe pas très bien. Bon, il a fini 20e au classement du Ballon d'Or. C'est ça. Donc, on n'est pas habitué à ce genre de standard avec ce type de joueur. Bon, c'est vrai qu'il est quand même sur la fin de carrière. Et là, il nous a fait un coup. Donc, il est parti à 90e minute du stade parce qu'il n'allait pas rentrer en jeu. Et donc, il a quitté ce coéquipier. C'est plus le même club, c'est plus la même chose. Voilà, donc la rupture est complète avec l'entraîneur. Et là, on parle d'exclusion du groupe professionnel. Donc, peut-être que Ronaldo sera Pôle emploi en Angleterre. Dans les... C'est ça, Anthony, c'est ça, Anthony, le joueur d'elle, oui. Qui super 100 millions. Qui vaut 100 millions, oui. Après, il a monté une équipe sans Ronaldo, finalement. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne pas trop mal. Donc, il y a Anthony, Rashford et Sancho. Donc, effectivement, à 38 ans, ça va être compliqué de rester compétitif dans ce genre de club ou ce genre de championnat. Donc, c'était peut-être une bonne idée d'aller voir ailleurs. Puis il y a la Coupe du Monde qui arrive, là. C'est son dernier grand défi, je pense, d'ailleurs. C'est ça. Et on a aussi de bonnes et mauvaises nouvelles, messieurs. Peut-être le retour de Pogba attend et puis on perd N'Golo Kanté. Et on parle de Maignan aussi. Maignan, c'est un peu compliqué. On a encore des surprises. Cette Coupe du Monde, j'ai pas l'impression qu'elle parte bien pour l'équipe de France. Autant il y a quelques temps, il y a 2 ans, on se disait tiens, on a une belle équipe, mais là maintenant, il va falloir faire avec du rafistolage, j'ai l'impression. Juste avant l'Euro, on disait qu'on avait une belle équipe. Oui, c'est ça. Et on connaît la suite. Ouais, on connaît la suite. Voilà, mais on se retrouve dans quelques instants. On fait une première coupure. Restez avec nous, bien évidemment, sur Éclair FM, Éclair TV. On se retrouve pour la grille et pour discuter un petit peu de tous ces matchs qui nous attendent ce week-end pour nos 14 bons pronostics. À tout de suite. Oui, toujours avec nous à la fin du match et puis nous allons pouvoir maintenant passer au crible chaque pronostic pour la grille à valider dimanche 23 octobre à 8h55 avec un gain de 500 000 €. C'est vrai que j'aimerais saluer donc la présence tout à l'heure, on a eu la présence de maître Gérald Coralie. Bon, il était venu exprès pour pouvoir marquer son hommage et pour marquer de sa présence aussi ce qu'il a partagé avec notre cher Mario. Il a dû s'absenter par la suite, donc on se retrouve avec nos experts de base, bien prêts, bien affûtés pour pouvoir commencer donc à décortiquer le premier match pour ne pas perdre le nord entre Lille et Monaco, le 7e face au 6e avec modique nombre de points qui les séparent, 2 points. Que dire Guillaume, entre ce Lille un peu requinqué et puis ce Monaco qui nous donne des surfois, surtout au niveau pronostic, puisque ça a l'air sympathique sur le terrain, mais c'est vrai qu'on a vu, j'avais dit, vous avez dit, il a fait match nul. C'était ça, c'est compliqué. Après la défaite 4-0, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de bout à Monaco. Il y a peut-être un petit peu d'enlagement. Après, c'était un match où il y a eu un carton rouge. Donc, c'est ça. Clément a dû un peu réorganiser son équipe. C'est Ben Yedder qui en a fait les frais. Mboulou a quand même marqué. Ils ont mené 1-0 longtemps. Donc, même à 10, Monaco, ça reste une équipe dangereuse.
C'est quoi un penalty à Mbolo qui transforme un penalty qui avait été arrêté, mais bon, qui réussit quand même à profiter de l'occasion. Et de l'autre côté, on a Lille qui a battu Lens il y a 2 semaines, donc ça reste une équipe aussi très très intéressante. C'est 2 équipes qui visent l'Europe, donc moi je pense qu'on peut s'attendre à un match qui peut basculer d'un côté ou de l'autre, ou même un match nul. Donc très compliqué, très compliqué à prévoir. Surtout que c'est des équipes qui nous surprennent quand même assez régulièrement. C'est pas des équipes impossible à savoir à l'avance qui va gagner sur ce genre de match, parce que Lille et Monaco ont le même profil. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui peuvent rater un match une fois et cartonner la fois d'après. Donc c'est vraiment le match où il faut presque tirer la pièce pour savoir simplement. Bon, il faut se dire une chose, c'est que Lille a repris un peu du poids de la bête, on peut dire ça, par rapport à ses débuts un peu bizarres. Donc déjà c'est une bonne chose. Ils ont gagné Lens. Donc c'est quand même une référence. Lens, c'est quand même une équipe qui a enchaîné depuis quelques temps pas mal de bons résultats. Donc déjà ça prouve qu'ils ont su réajuster quelques problèmes. Ils avaient gagné Strasbourg assez facilement aussi. Et puis Monaco, la grosse inconnue, c'est cette claque qu'ils ont pris contre le club imprononçable Strasbourg, qui leur a fait mal, je pense. Sans compter le nul contre Clermont. Donc voilà, c'est ça le problème de Monaco, c'est que c'est alternatif. Alors la seule chose qu'on peut se dire, et là on retrouve un peu notre ami Ronny Béral, qui nous dira probablement que Lille gagne assez souvent, c'est plutôt Monaco qui gagne assez souvent contre Lille. Et gagne souvent à l'extérieur de manière générale. Donc... en tout cas, c'est 2 équipes qui marquent beaucoup, mais qui encaissent aussi beaucoup. Oui, on n'était pas habitué à ça d'ailleurs. Voilà, 20 pour Monaco et 14 encaissés, et pareil 20 ou 21 pour Lille et 18 encaissés. Bon, donc match ouvert en tout cas, il y aura des buts. Déjà c'est assez curieux de retrouver ces 2 équipes-là, 7e et 6e position. En général, on avait plutôt l'habitude de les trouver dans les premiers du classement. Donc c'est ça qui fait que le championnat français, la Ligue 1, aujourd'hui est un peu surprenante, parce qu'on a des équipes comme Lorient qui sont 2e et des équipes comme Lille ou Monaco qui ont des budgets largement supérieurs qui se retrouvent à la traite. Donc il y a un problème quelque part. Et que dire donc de ce Nice-Nantes, pareil, 13e et 14e. Voilà, comme dit le tuto, tout alternatif, tantôt ça va, il y a un peu de mieux, puis des fois il y a du sous-prême. C'est le match des N, voilà, Nantes, Nice. Et Gland contre Canaries. Voilà, c'est ça. Alors c'est un peu difficile la Ligue 1, c'est vrai que c'est, je trouve, le championnat le plus difficile à pronostiquer, parce que les équipes sont quand même assez proches en termes de niveau. Hormis le mastodonte qui est le Paris Saint-Germain, et là on déroge pas la règle, c'est 2 équipes qui sont assez proches en termes de niveau. Nice a peut-être un budget un peu plus gros, on va dire, ils ont quand même plus d'arrivées, mais aussi ils ont plus de temps à pouvoir intégrer ces joueurs-là, avec aussi plus de difficultés à gérer les égos. Donc on a notamment l'arrivée de Pépé, Laborde qui a rejoint son ancien collègue de l'Or, donc voilà, c'est l'équipe dans le jardin. Messieurs absent, je pense qu'il ne sera pas là. Il sera absent. Il sera blessé en considération. Par contre, Nice récupérera Dante. Donc Dante, c'est quand même une pièce maîtresse de la défense. Et donc voilà. De toute façon, Nice, ils ont de toute façon un fort potentiel, plus fort que Nantes. Donc a priori, ils partent favoris sur ce match. Mais c'est comme le match d'avant. Nice, aujourd'hui, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette équipe. Alors, à côté, il y a Nantes qui a enchaîné etc. de défaites jusqu'à ce qu'enfin, à Brest, ils retrouvent un peu de soleil, parce que Brest, aujourd'hui, c'est le distributeur de points. Donc, on va à Brest pour se garder les poches, on va dire ça. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Donc, est-ce que ça sera un déclic ? Est-ce que ça va leur permettre de se remettre dans le bain ? C'est possible. Parce qu'ils ont quand même pris aussi une claque en Europe. C'est pareil. Donc voilà, donc c'est un match qui va être extrêmement compliqué, match à 6 points également, puisque 12e et 14e, donc les équipes sont très proches. Donc ça va pas être facile à pronostiquer. Et on peut donner l'avantage à Nice, mais en même temps Nantes
une fois qu'ils se sont réveillés, peut-être qu'ils vont relancer leur mécanique. Je ne sais pas. C'est un peu... Que dire alors de Lorient? Lorient qui se déplace à 3, Lorient Express qui nous a dépassé tous, de Marseille et solide deuxième. Est-ce qu'on va poursuivre cette dynamique avec une victoire de Lorient extérieur? Parce que 3, c'est pas mauvais quand même à domicile. Ah oui, ça peut être match piège pour Lorient, parce que Lorient, c'est déjà l'équipe surprise du championnat. Ils sont deuxième, ils sont devant des Marseille, des Lyon, des Monaco, des Lille. Et ils ont leur équipe qui sera quasiment complète, notamment avec Dengo Ouattara qui avait raté le match précédent. Et 3, c'est aussi une équipe un peu surprise qui a su faire des résultats. Et on se retrouve avec quelques talents à 3, notamment Mama Baldé qui a déjà 6 buts cette saison. Et puis des noms qu'on connaît un peu plus, Lopez, Ronnie Lopez ou Renaud Ripard. Donc match piège pour Lorient pour moi. Complètement. En tout cas, je sais que Lorient sera accueilli par 3 avec un déficit de 3 matchs sans victoire pour 3. Donc attention quand même que ce ne soit pas la 4e face à une équipe qui a offensivement à 2 points. A priori, c'est un match quand même assez disproportionné puisqu'on a un 12e qui joue un second. C'est ça. Un second surprise, certes, mais un second quand même. Je rappelle quand même que si Paris n'avait pas battu Marseille, Lorient pouvait prendre la tête du championnat. C'est ça. Donc Lorient en tête du championnat, c'est pas arrivé depuis je ne sais plus combien de temps. Surtout au mois d'octobre. En plus. C'est pas au mois d'août. Non, Lorient, honnêtement, le début de Lorient, il est absolument incroyable et on se demande même jusqu'où ils s'arrêteront, comme dirait l'autre. Mais 3, attention, parce que 3, c'est vrai qu'ils ont fait un bon début de championnat. Ils ont tendance un petit peu à surprendre les pronostiqueurs que nous sommes. Donc il ne faut jamais vendre la peau de 3 avant de l'avoir vendu. Puis surtout, je pense que Lorient va quand même s'essouffler un moment. Ils ne vont pas finir deuxième, ils ne vont pas finir avec des champions. Donc c'est ce genre de match-là, effectivement, ils peuvent perdre 1 point, voire plus. Et que dire donc les connaisseurs se reconnaîtront entre le Champagne et le Chablis. Reste qui reçoit Auxerre. On est plutôt entre mal classés, partage de points, 9 points. Bon, j'annonce le match bof. Je l'annonce déjà. Et y aura-t-il le gagnant? Est-ce que c'est un match qui va finir sur nul, un partage des points, un partout, 0-0? Franchement, Reims, honnêtement, je l'avoue, c'est une équipe que je ne comprends pas du tout. Voilà une équipe qui finit quasiment tous ses matchs à 10, depuis quasiment 5-6 matchs, à part contre le PSG, où c'était l'inverse. Voilà une équipe qui semble ne jamais pouvoir perdre et qui finalement se retrouve un petit peu loin au championnat parce qu'ils n'arrivent pas à gagner, mais ils ne perdent pas non plus. Ils font des nuls sans arrêt, donc je sais pas, c'est très compliqué. Cette équipe, je ne la comprends pas. En plus, pour le match qui va venir, là, ils vont jouer quasiment avec des jeunes qui sortent du centre d'entraînement parce qu'ils n'ont plus de joueurs à force d'avoir pris des rouges. Oui, c'est vrai. Comment ils vont faire? Est-ce que tu crois, toi, au fameux choc psychologique avec le nouvel entraîneur? Parce qu'apparemment, Auxerre, à l'extérieur, là, se présente à rien, c'est avec le nouvel entraîneur. La semaine dernière, il y a 4 nouveaux entraîneurs. Parmi les 4, il n'y en a aucun qui a gagné. Je l'avais dit pour Laurent Blanc. Laurent Blanc, effectivement, n'a pas tenu le choc. Le remplaçant de Furlan va-t-il tenir le choc? Je ne suis pas sûr. Ça, franchement, ça ressemble à l'équipe qui va finir 20e. C'est le plus petit championnat, le plus petit budget du championnat. Auxerre. Oui, c'est encore plus petit qu'Ajaccio, oui, c'est possible. Donc ça va être quand même difficile pour Auxerre de l'emporter à l'extérieur. Alors, il y a une histoire de Gastien et de la famille Gastien, je demande. C'est le fils. C'est le fils, c'est le père. Yohan et Pascal, en tout cas, il a eu quelques déboires et maintenant il sera à disposition de son entraîneur de père, c'est ça? C'est ça. En tout cas, voici un match qui aussi paraît un peu déséquilibré. Brest qui se dirige tout droit vers la Ligue 2, si ça continue, et Clermont qui joue, ma foi, les troubles faits avec 8e place, mais 17 points, c'est. Ma foi, c'est une équipe qui joue, parce que quoi qu'elle a fait, match nul contre. C'est comme Monaco? C'est quoi? Clairement, oui, nul. Hein. Ah non, mais de toute façon, clairement, depuis l'année dernière, moi, j'arrête pas de dire, c'est une équipe qui a vraiment surpris, parce que moi, je les voyais vraiment redescendre tout de suite l'année dernière. Et là, non seulement ils se sont maintenus, mais cette année, ils continuent encore à nous étonner avec des matchs, des victoires incroyables. Bon, et là, ils vont jouer contre Brest. On a parlé de Brest. Là, je pense que si Brest continue comme ça, effectivement, c'est la catastrophe, puisque. Il faut changer d'entraîneur. Ça y est, c'est fait. Zakari est parti.
parti. Donc ils l'ont changé déjà. Donc, et ça s'est pas arrangé. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer les joueurs aussi. Je sais pas. Là, il y a eu beaucoup de départs et puis des joueurs qui performaient l'année dernière ne performent plus. Je pense à Honorat qui est marqué. Voilà, parce que moi je trouve que quand on regarde le parcours de Brest depuis le début de cette saison, j'ai quand même l'impression qu'ils ont manqué de chance. C'est pas une équipe qui s'est fait chaque fois c'était chaque fois le truc où ils se font battre de. Je pense qu'ils méritent mieux que la 20e place, je suis d'accord avec toi. En fait, il y avait du jeu, en fait, il y avait quelque chose. À Brest, il manque un leader. Il manque un leader qui prenne les affaires en main et qui disent voilà, maintenant on relève les manches et on y va. Et puis moi, je me souviens de matchs à Brest qui devenaient carrément fous avec le public parce qu'on est quand même à l'extrémité de la France et les autres clubs ils viennent, ils prennent des heures pour arriver jusqu'à Brest et on sentait un côté un peu irréductible breton. Ouais. Michel Charbonnier, par exemple, était super bon avant. Enfin, il arrive, mettait des buts sur but. Là, je sais pas, il y a comme si une lampe s'était éteinte. Il y a plus de courant qui passe. Cette sensation-là aussi. Voilà. C'est fou. Attention à Brest. En tout cas, messieurs, moi qui suis le plus toulousain des Guadeloupéens, je me sens un peu fou. Ce qui me dit, mais à ce moment où j'étais étudiant là-bas, il y a dû avoir cette équipe-là qui, mais parfois, commence très bien son championnat avec une 9e place. Toulouse, 9e place, qui sont c'est un promu, qui sont de Ligue 2, avec 2 victoires, une série de 2 victoires et un match nul, qui reçoit Strasbourg, un cacacoc, Strasbourg, qui parle aussi 2 points seulement de Brest, c'est pas non plus la distance phénoménale. Ils étaient 20e il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que Toulouse va pouvoir, à domicile, faire valoir le cassoulet, le confit de canard, le tout de Rossini sur la choucroute. Moi j'entendais en début de saison plutôt le classement inverse, plutôt Strasbourg en milieu de tableau et Toulouse en train de jouer les places non relégables. Bon finalement Toulouse a su démontrer son talent, ils ont eu des blessés sérieux en plus, donc il y a quelques joueurs qu'on apprend à connaître. Alors, on a Raphaël Ratao, donc je ne connaissais pas du tout, je commence à connaître. C'est bizarre parce que l'entraîneur de Strasbourg, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà le fils de, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui avait très bien réussi. Stéphane. Stéphane, qui avait très bien réussi à Rennes, qui avait fait une première partie de saison de Rennes extraordinaire, et puis après, qui s'était essoufflé, l'année d'après. Et ben là, Strasbourg, c'est pareil. L'année dernière, Strasbourg surfait sur les premières places. Il y avait un Ajorc, par exemple, qui était leur meilleur buteur, qui marchait très très fort. Et puis cette année, Strasbourg a disparu des écrans radars, 17e, avec le même effectif quasiment. Il y a une explication, Patrice ? Moi, l'explication que je vois, d'abord, c'est que Ajorc, il est blessé depuis plusieurs matchs, donc leur leader offensif n'est plus là. Et peut-être que le discours, carrément, ne passe plus. Comme Kelboiré, par exemple. Oui, mais ils avaient un ex-attaquant de France. Ils ont quand même Gamero. Ils ont encore Diallo qui marque de temps en temps, mais c'est que Ajorc avait un côté un peu leadership. Je pense que de cette équipe-là, il y a un problème psychologique. Parce qu'au niveau du jeu, je trouve que pareil, il y a des occasions, mais sauf qu'on est maladroit. C'est pas une grinta, quelque chose qui peut mettre. Voilà, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un autre discours que celui que l'entraîneur propose. Surtout que, alors, si on parle de Toulouse, Toulouse, c'est l'inverse. Toulouse, c'est l'équipe inattendue qui arrive de Ligue 2 et qui, tout d'un coup, comme clairement, annonce que ça y est, ils sont pas les petits poussés qui vont disparaître, quoi. Exactement. Et de Toulouse à Barcelone, il y a une belle autoroute que tous les étudiants connaissent. Sous les Pyrénées. Et donc Barcelone qui reçoit un petit tour en Espagne, qui reçoit l'Athletic Bilbao, 2 clubs qui c'est aussi ont connu après des bons débuts de saison, on va dire le coup d'arrêt. Bilbao, ça joue très très bien au foot. Moi je suis fan des frères les Williams. Des Williams. Ah ouais. Ils sont si rapides que les voitures à l'époque. Ce qui est plus facile, c'est que malgré le fait qu'ils soient frères, ils arrivent à trouver cette espèce de complicité avec l'autre attaquant. Il y a d'autres attaquants qui sont des purs produits de Bilbao et tout le monde trouve sa place, lui au milieu, lui à l'attaque. Vraiment, c'est une éthique qui est très 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 plaisante à jouer. Donc le 6e qui reçoit le second. Alors, est-ce que Barcelone va pouvoir se remettre de ce match un peu, moi je le dis, avec... ce classico raté. Jeu raté, et puis un arbitrage maison. Je le dis haut et fort, autant Barcelone, le Real, pour moi, avait les moyens, il y avait la technique, il y avait le jeu pour pouvoir gagner sans l'aide de l'arbitre, parce qu'il y avait pénalty sur Robert. Il y avait flagrant, alors que le pénalty sur...
Mais il était là, mais puis, ouais. Bah, tu sais quoi, je vais te dire un truc, Pascal. S'il y avait eu penalty sur Robert marque, je suis sûr que le Real y mettait un but derrière. Je suis d'accord. C'est ça un peu là. C'est ça le truc avec le Real. On dit il faut un match dégueulasse, ils sont pas bons. Bah à la fin, ils mettent un but. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de l'arbitrage. Pas besoin de l'arbitrage. Le penalty était flagrant. Ouais, mais c'est sûr. Mais bon. Surtout qu'après, les choses n'ont pas été très tendres avec Robert, parce qu'il a cette espèce de réputation qui commence à s'enkyloser autour de lui, comme celui qui ne donne pas le meilleur de lui-même dans les matchs références. Moi je trouve ça injuste. Voilà. Moi je trouve ça complètement injuste. Alors que le 2-2 ou le 2-2 en Ligue des Champions, pour aller arracher le match 2, le 3-3, c'est lui qui met. Il faut croire que le Real Madrid, ils ont des super gourous, ou je sais pas comment ils appellent. Marabout, tu dis. Parce que attends, depuis 2 ans, mais ils n'ont que des choses favorables en faveur. Donc moi PSG, City, on se rappelle comment ça s'est passé. Et ben à chaque fois c'est la même chose. Est-ce qu'ils vont gagner? Bilbao. Bilbao. Oui, bien sûr, parce que Villarreal, ils ont affronté Villarreal en milieu de semaine, 3-0. Donc, et puis même le match contre le Real, je le trouve pas si, je le trouve assez rassurant. Le but qu'ils marquent, pour moi, ils vont double. Il est magnifique le but que le Barça marque. Donc non. C'est peut-être pas encore le niveau pour aller chercher le Real, malheureusement pour le Barça, mais c'est le niveau au moins pour battre Bilbao. Oui, bon, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on peut compter sur justement ceux qui sont un petit peu pas loin derrière le Barça, le Betis Séville qui reçoit l'Atlético de Madrid? On a qu'un petit Griezmann qui est de retour, de la confiance en tout cas de son entraîneur, et aussi est-ce qu'il rend bien sur le terrain, soit passeur, soit aussi buteur. Est-ce que l'Atlético qui est quasiment quatrième ou cinquième, d'où la différence peut-être de but, de but contre but pour faire ce classement. Est-ce que le Betis va pouvoir aussi, un club aussi qui fait un début de saison assez intéressant? C'est-à-dire qu'ils ont le même problème que Reims. Betis, ils prennent des rouges tous les matchs. Donc du coup, ça amoindrit leur effectif. Et en face, il y a effectivement l'Atlético de Madrid qui retrouve un Griezmann, comme tu l'as dit Pascal, qui monte en pression, qui monte en confiance, tranquillement, donc, puisque c'est normal, il joue plus. Donc voilà. Donc il y a cette ligne d'attaque Morata-Griezmann qui commence à retrouver son efficacité. Donc attention au Betis. Alors là, évidemment, on a un match encore une fois à 6 points, capital pour la suite du championnat. D'un côté, effectivement, Betis nous a un peu inquiétés ces jours-ci, puisque ils ont quand même s'ils ont gagné contre Almeria, mais cette histoire de rouge, au bout d'un moment, ça commence un petit peu à peser. Donc voilà, je sais pas, c'est un match compliqué à pronostiquer. En tout cas, moi, je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai fait, mais j'ai pas pris de risque. Je peux comprendre, hein, c'est deux équipes qui ont le même nombre de points, donc le même classement forcément, et honnêtement je les attendais à peu près à ces places-là en début de saison, donc pas de grosses surprises. Elles ont des styles différents. Par contre, une équipe qui est l'Atlético Madrid, on défend bien, on profite des comptes pour lancer des joueurs comme Griezmann et Morata, et puis un jeu un peu plus léché à côté Betis Séville avec des meilleurs de ballon au milieu de terrain. On pense à Fekir, l'Argentin Guido Rodriguez et le buteur maison Borja Iglesias. Donc pour moi, très très dur à pronostiquer ce match. Donc messieurs, partons en Italie, au pays de Roberto Benigni, et la vie est belle. La vie est belle pour l'Atalanta Bergamo en ce moment, qui nous gratifie de bons débuts de championnat. On en a parlé plus ou moins, puis là il est quand même un second, je suis même pas sûr que ce soit pas la différence de but face au Napoli, qui reçoit une équipe de la Lazio qui marche pas mal. Et j'ai envie de dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a un duel entre l'une des deux meilleures défenses du championnat en ce moment, la Lazio qui prend très très peu de buts. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, il y a Ciro Immobile qui est absent jusqu'à... Moi je l'ai su, il est blessé. Ouais, il est blessé. C'est ça qui va rater la Coupe du Monde. C'est une blague, évidemment. Jusqu'en janvier, il est disponible. Donc est-ce que la Lazio arrive avec cette... Parce que des fois il ne manque pas, mais en tout cas il pèse une défense. Et puis il fait peur. Lazio arrive avec cet handicap face à une Atalanta plutôt flamboyante. Et voilà, monsieur. De toute façon, Atalanta, second, c'est pas pour rien. Hein, donc ça prouve quand même qu'ils ont eu un très très bon début de championnat. 7 victoires et 3 nuls, donc on peut pas espérer mieux comme parcours. Alors Zapata
est absent, effectivement, mais Lookman est là. C'est leur nouvel attaquant, là. Je le découvre, moi. Alors, Lookman... il a le dos qui va. Il a le look. Hein. Là, ça marque bien, hein, Lookman. C'est un showman, lui. C'est un Dennis Rodman. C'est pas mal. Non, mais ça peut être un beau match. Hein, ça peut être un beau match. Très serré en termes de pronostic. Mais c'est vrai que les deux équipes ont un jeu, à mon avis, qui est très, très intéressant, très offensif déjà. Et en même temps, c'est vrai que Lazio, meilleure défense, ça fait quand même bien sur le papier, quoi, tu vois. Moi, je trouve quand même que l'Atalanta a eu un calendrier relativement favorable. Ils n'ont pas encore joué des très gros. Et ils ont affronté Udinese, qui est une équipe qui surprend cette année. Ils ont fait 2-2, mais ils auraient vraiment pu voir... ils ont failli perdre, quoi, vraiment. Donc, attention quand même à ça, Lazio, qui pour moi est capable de faire un petit quelque chose peut-être sur le terrain de l'Atalanta. Ce qui est sûr, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Et c'est vrai qu'on a... De la Lazio, on passe aussi à... Pareil, une équipe qui, mine de rien, le Special One revient tranquillement. Il a renforcé son équipe. Mourinho, et qui reçoit le leader, le co-leader, je dis, Napoli, qui fonctionne. Moi, franchement, j'ai l'impression que des fois, est-ce que je me trompe pas de pays? Quand je vois le Napoli, je dis, mais c'est le Barça qui joue. Oui. Les redoublements de passes, les constructions, c'est à une touche de balle, avec une technicité à tous les étages, de l'arrière, franchement. Et puis tout le monde peut marquer, enfin, tout le monde, quasiment. Enfin, moi, je trouve qu'on a un leader qui parfois, effectivement, a des absences sur une partie des confrontations, mais en tout cas, une équipe qui mérite d'être. Et qui peut faire un coup. Est-ce que Mourinho pourra. Pour Naples, c'est l'année ou jamais. Pour Naples, c'est l'année ou jamais pour devenir champion. Ils ont raté le coche l'année dernière de très peu. Mais cette année, tu as raison Pascal, ils ont une façon de jouer qui rappelle un peu effectivement les City, les Barça et compagnie. Et ils font vraiment sensation. Donc on ne voit pas qui pourrait les arrêter. Sauf que à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu comme au cyclisme. Le leader, il a le vent de face et il faut qu'il fasse attention à ceux qui viennent derrière. Donc combien de temps ça va durer? Nous, en tant que pronostiqueurs, en tout cas, on pense que ça peut durer parce qu'ils ont ce qu'il faut dans les mallettes pour pouvoir le faire. Alors moi, ça me rappelle. 25 buts quand même, en 8 rencontres. Ça marque avec l'attaque qui est assez impressionnante aussi. Osimhen. Il y a Raspadori, voilà, petit buteur maison. Et qui marque aussi en équipe nationale. Mais il y en a un qui a un nom imprononçable. Oui, Kvaratskhelia, donc il est le fameux joueur géorgien. Kvaratskhelia, comment tu dis? Kvaratskhelia. Ouais, Kvaratskhelia. Imprononçable, donc il l'appelle Farah, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup ici, moi j'en ai déjà parlé ici, il est vraiment incroyable, je pense. On retrouve un peu, pour moi, le Napoli de l'époque Sarri, et puis de l'autre côté, Mourinho il va avoir du mal, je pense, parce qu'il va lui manquer sa pièce 1013 qui est absent pour quelques semaines. Oui, il y a Wijnaldum, et je pensais surtout à Paolo Dybala, qui était le monsieur X, le gars qui faisait basculer la rencontre d'un geste technique, et il sera dur à remplacer, il est remplaçable. Mais Selic aussi est absent, donc il a beaucoup d'absents. Il a beaucoup d'absents côté Roma. Il reste Abraham, peut-être, qui pourrait... c'est déjà plus compliqué. Mais si on quitte l'Italie pour l'Angleterre, attention, le Premier ministre, Madame le Premier ministre vient de démissionner. C'est la crise. Est-ce que c'est la crise déjà aussi? Oui, déjà. C'est la crise aussi. Elle a connu un roi, une reine et un roi, et elle est partie. C'est la crise un petit peu aussi à Leeds, qui reçoit Fulham un peu. J'ai envie de dire le match bof d'Angleterre. Ça, c'est vraiment le match bof. Parce que franchement, c'est deux équipes qu'on appelle deux équipes faibles. Et il n'y a rien de quasiment à dire là-dessus, parce que Leeds n'a pas gagné un match depuis X temps. Pareil pour Fulham. Donc, comment arriver à trouver un résultat sur ce match? Ça va être la pièce. C'est comme si on disait, allez, on joue au poker et le gagnant gagne le match. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Franchement, moi, je me base sur le classement. Je dirais comme Fulham a gagné un petit peu plus de matchs que Leeds, mais c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Et ils vont pouvoir compter sur leur buteur Mitrovic, peut-être pour marquer le but de la victoire. Mais
Ouais, en général en Angleterre on a des belles affiches et là bon c'est peut-être pas l'affiche de la semaine. Est-ce qu'il faut que Leeds puisse se référer à cette belle victoire début de saison face à Chelsea? C'est très très loin. C'est loin. Match référence. Non, c'est 2 équipes bof pour un match bof pour un résultat bof. Voilà. En tout cas cette semaine, messieurs, nous avons eu un du championnat anglais. Et on a Tottenham aussi qui s'est fait manger par Manchester United, qui reçoit Newcastle. Oh là 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 là. Moi je dis, ce match-là, il est compliqué. Il est compliqué à pronostiquer. Parce que moi je suis pareil. Newcastle, ça va vite. Je pense qu'ils auront une belle équipe performante pour la deuxième partie du championnat, parce que Murphy et les Ciels, là, ils sont déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, il y a du jeu. En tout cas, il y a du jeu. Et d'autant qu'en plus, ils peuvent espérer mieux dès janvier, parce qu'ils ont un budget limité. On ne sait pas qu'est-ce qui va venir janvier à Newcastle. On parle de noms un peu extravagants. Donc, en tout cas, l'argent n'est pas le bonheur, mais je trouve qu'il y a déjà un fond de jeu. Il y a un style de jeu Newcastle. Est-ce que Tottenham a les moyens avec Son et... Cette année, ils ont en tout cas bien démarré leur saison, puisqu'ils sont 3e, ils font des matchs quand même assez bien léchés, assez bien construits. Bon, c'est vrai qu'ils viennent de perdre contre Man U, mais chez eux, Tottenham est quand même bien plus fort qu'à l'extérieur, où ils ont quand même eu de très très bons résultats. Alors maintenant, c'est vrai que Newcastle, ça reste une équipe qui est en progression permanente, et évidemment, avec les moyens qu'ils ont, je pense que c'est un peu logique. Donc ça va être un match très intéressant à voir, à mon avis, un très beau match, parce que les 2 équipes ont des styles de jeu, je trouve, très attrayants pour nous, spectateurs, bien sûr. Après, les pronosticateurs que nous sommes, c'est plus compliqué, j'avoue. Ouais, c'est vrai, en plus des joueurs qui brillent côté Tottenham, avec l'extraordinaire Harry Kane, qui était classé au Ballon d'Or. Donc match compliqué à pronostiquer. Seul petit boom côté Newcastle, c'est Isaac qu'on attendait à un tout autre niveau, l'ancien de Real Sociedad, et qui apparemment ça risque d'être c'est Tchol, voilà, ça risque d'être le flop côté Newcastle. Donc les millions c'est bien, mais il faut quand même cibler, je pense, côté Newcastle, des joueurs adéquats. Messieurs, Arsenal, Waters, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer encore? C'est ce solide leader avec le chirurgical Saka, que ce soit en coupe ou aussi en championnat. Est-ce que Arsenal qui va à Southampton, Southampton, effectivement, qui l'équipe, bon, messieurs, encore une fois, je vous demande, quid du jour, est-ce que vous connaissez moi j'en connais un. Un joueur. Ward Prowse. Ward Prowse, il n'est pas extrêmement connu. C'est un acteur, ça? Non, j'ai cru que c'était un acteur. En fait, c'est le tireur de coup franc, le meilleur tireur de coup franc de première ligue. Voilà. En fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu connu, mais sinon, pas de gros danger côté Southampton. Donc on peut s'attendre à ce que Arsenal déroule, mais bon, Arsenal enchaîne les matchs, donc est-ce que aussi la fatigue va pas intervenir en sachant la suffisance. Alors, un 11 quand même bien établi, donc c'est souvent les mêmes qui jouent. Il y a une chose quand même qu'il faut noter, c'est que normalement Arsenal aurait dû jouer Manchester City cette semaine. Et finalement, ils n'ont pas joué pour jouer en Europa. Donc, ils ont certainement un adversaire moins compliqué, parce que s'ils avaient dû jouer City, alors là, je n'aurais pas donné cher de leur peau, parce que je pense que quand on joue City, on est rincé à la fin. Donc moi, je dirais que là, ils ont une chance de rester leader et de remporter ce match, parce que justement, mais d'abord ils sont leaders, donc ils ont la patate, comme on dit, ils ont la patate, ils ont l'envie de continuer sur ce et puis surtout, ils ont fait des matchs incroyables, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent là, en si bon chemin. Oui, c'est monsieur. En tout cas, là, on repart en Espagne. En Espagne, messieurs, avec le petit clin d'œil. Attention, avec la 3S, on peut penser à la Russie. L'USS Villarreal, qui reçoit la modeste équipe d'Almeria, qui est dure à cuire, j'ai l'impression. Elle n'est pas peut-être 13e. 13e, ça veut dire que, bon, même s'il n'y a que 10 points, mais ça veut dire qu'une équipe qui n'est pas toujours facile à jouer. Est-ce que le Villarreal va pouvoir... c'est Emery qui est toujours là-bas? Oui, toujours Emery. Il est un peu chahuté. Voilà. Ils ont quand même pris une gifle. L'USS a coulé en milieu de semaine avec le 3-0 infligé par Barcelone. Ils sont aboutis un bon sous-marin jaune, Patrice. Oui, de toute façon, Villarreal reste toujours une équipe redoutable, surtout à domicile. Et donc, même s'ils sont 9e, c'est vrai que la saison n'a pas été aussi flamboyante que l'an passé, enfin le début en tout cas.
mais on peut toujours leur faire confiance pour, chez eux en tout cas, devant leur public, arriver à battre un Almeria qui finalement n'est pas une équipe très, je dirais, flamboyante, comme j'aime dire souvent. C'est un genre d'équipe bof qui vous empêche de tourner en rond, mais qui finalement se fait battre au bout d'un moment. Et je pense que Villarreal a les moyens largement de l'emporter sur Almeria dans ce match. Tout à fait. Et puis c'est une équipe qui jouait le maintien la saison dernière, donc ils vont encore jouer le maintien cette année. Et Villarreal joue plutôt la Coupe d'Europe, les premières places. Donc pour moi, pas photo, ce sera Villarreal, à mon avis. Ben merci messieurs, nous avons donc égrené avec nos expertises à la fois émotionnelles, rationnelles et puis sportives sur ces pronostics, ces confrontations. On se retrouve donc pour nos tableaux dans la troisième partie. Pour nos votes. Avec nos votes. Donc, petite coupure, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la feuille de match. Mais oui, les passionnés du ballon rond, mais aussi les sportifs des pronos, avec nos expertises, messieurs, sur cette partie de cette émission, toujours pour cette grille à valider et à gagner pour la maudite somme de 96 € dimanche 23 octobre avant 8h55 pour un gain prévu pour les 14 bons pronostics de 500 000 €. Messieurs, pour le premier match, on dit Lille, Monaco. Moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lille c'est un match compliqué à pronostiquer, mais par contre, ce que je pense c'est que Monaco a un gros potentiel, donc je miserai plutôt sur Monaco et j'assure avec un nul. Donc pour moi c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, un match très 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 compliqué à pronostiquer tout simplement, donc je resterai sur l'idée que je vais mettre le triple, voilà. Merci Guillaume. Moi je suis mon ami Guillaume, moi aussi match très ouvert, les deux équipes ont les moyens aussi de se quitter sur le match nul, donc 1 et 2. Messieurs, que dire du prochain match entre Nice et Nantes? Alors Nice et Nantes, c'est pareil. Nice, on l'a dit, c'est une équipe qui devrait normalement être dans les premiers du classement, comme ils l'ont été l'année dernière. Nantes, ça y est, ils ont débloqué leur compteur enfin. Donc, est-ce que ce sera une simple, je dirais, surprise de vous voir battre Brest, ou alors ils continueront sur leur lancée? Moi, je suis plutôt parti sur l'idée que Nice allait gagner ce match, mais j'assure avec un petit nul. C'est vrai que je partage l'avis de Patrice sur le nul. Par contre, je jouais le 2, le N et le 2, du fait que Nantes m'a vraiment impressionné lors de la dernière rencontre, et je pense qu'ils vont peut-être pouvoir enchaîner avec au moins 1 point, voire 3 points en déplacement. Mais je faisais la synthèse entre vous deux. Pour moi, le grand écart, je vois une victoire soit de Nice à domicile, ou en tout cas un bon résultat, parce que Nantes est capable de tout. Une victoire à l'extérieur, je ne vois pas ce match de nul. De toute façon, j'avais déjà réservé pour le premier match. Donc, messieurs, on passe au prochain match entre Troyes et Lorient. Alors, moi, de toute façon, je reste persuadé que Lorient, cette année, a un vrai potentiel. Je ne dis pas qu'ils vont rester second toute la saison, mais contre une équipe de Troyes très limitée, je pense qu'ils gagneront. Au cas où, j'ai mis un petit nul quand même, parce que ma grille me le permet, mais je crois beaucoup en ce Lorient de 2022-2023. Compte tenu de l'état de forme de Lorient, on peut voir qu'ils sont largement favoris. Après, les grilles, des fois, ça se joue à des surprises. C'est dans ces moments-là que vous pouvez gagner de l'argent. Et 3, pour moi, c'est une équipe qui peut créer des surprises. Donc pour moi, ce sera un 1 ou un 2 carrément, en espérant que ce 1 me soit fructueux. Mais je suis du même avis que vous, Guillaume. Je pense effectivement que ce match-là, on peut avoir une très bonne surprise de 3 à domicile, sachant qu'on peut compter effectivement sur l'excellente série, la bonne forme du second, même un beau Marseillais. Je m'incline devant le jeu que produit Lorient depuis le début de saison, donc ça peut être une belle victoire aussi de Lorient à l'extérieur. Que dire du prochain match, messieurs? Champagne ou Chablis? Faites vos choix. Patrice?
Ce match-là, Reims-Auxerre, on parle bien de ce match-là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le match bof par excellence donc, de la grille. Difficile de se prononcer sur un vainqueur potentiel. Et Guillaume le sait très bien, et Pascal aussi. Moi, quand je sélectionne le match bof, je ne peux que faire un pronostic de nul. Effectivement, 2 équipes assez moyennes pour ce match. Mais je vois Auxerre encore plus moyen que l'équipe d'en face, que Reims. Donc pour moi, ce sera 1-1. Décidément, en ce moment, on se suit. Et effectivement, moi, je vois une victoire du Champagne sur le Chablis. Désolé. On connaît tes boissons. Pas d'abus d'alcool. En tout cas, pourquoi? Parce qu'effectivement, je respecte la hiérarchie du classement aujourd'hui. Quand même, ce que peut produire Reims, malgré nos déceptions, est un petit peu quand même supérieur à ce que Auxerre peut nous gratifier. Donc, victoire de Reims à domicile. Que dire de Clermont face à Brest, Patrice? Moi, honnêtement, quand je vois le parcours de Clermont depuis le début, en plus jouer à domicile face à un Brest très limité et qui nous a vraiment déçus depuis le début de la saison. Ils viennent de perdre 4-1 contre Nantes. Donc logiquement, je pronostique Clermont et c'est du sec absolu. Alors oui, Clermont pour moi est largement favori. Après, ça reste de la Ligue 1. Et la Ligue 1, comme vous savez, c'est des matchs assez compliqués à pronostiquer. Donc moi, je me suis donné un double en fait. Et j'ai mis le 1 et le N, sachant que Brest peut peut-être réussir à ramener un match nul. L'avenir appartient à ceux qui osent. Mais en tout cas, moi, je préfère être prudent et rester sur une victoire logique. Sur ce match-là, en tout cas, pas de risque. Je prends plus la victoire nette et sèche de Clermont à domicile. Prochain match, messieurs. Allez, mon petit coup de cœur, comme on dit, battre le buzz. Toulouse qui reçoit Strasbourg. C'est un match de milieu de tableau qui n'est pas très inspirant, avec une équipe de Toulouse qui effectivement a fait un très bon début de championnat pour son statut de promu. Et puis un Strasbourg très décevant. On ne sait pas ce qui se passe à Strasbourg. Et moi, ce genre de match, on l'a vu dans les grilles précédentes, je pense que ça peut se terminer par un nul. Donc je vais rester sur mon idée première. Ce sera un nul. Moi, je sens un peu Toulouse comme l'équipe surprise de début de saison et qui va peut-être pouvoir s'installer en milieu de championnat. C'est une club qui a joué en Ligue 1 pendant pas mal d'années, il ne faut pas l'oublier. Donc qui est structuré pour. Et pour moi, ce sera le 1 parce que Strasbourg en ce moment, c'est pas ce qu'on espère de leur part. Alors moi, j'ai mis le E et le N. Le E et le N parce que je pense effectivement que en tant que promu, Toulouse a vraiment une belle série et joue bien au football. On a même maintenant un peu plus de certitude sur les joueurs maîtres à jouer dans cette équipe. Mais on a une équipe de Strasbourg qui a quand même, je dis, du jeu. Gamero des fois dans les bons coups. On peut se quitter sur un match nul dans cette confrontation. Voilà. Barcelone, Athletic Bilbao, messieurs. Comme on l'a dit, le Barça redevient progressivement le Barça, avec peut-être quelques petites lacunes par rapport aux grandes époques où on a connu les Messi et autres. Évidemment, c'est plus tout à fait le même effectif, mais je reste persuadé qu'à domicile, avec des Dembélé et autres, De Jong et compagnie, le Barça a de quoi embêter Bilbao. Et moi, tout simplement, je mettrais un vainqueur de Barça sec, puisque je pense que c'est une équipe, malgré les déboires du Classico, devrait pouvoir continuer à lutter pour la première place. Donc, victoire de Barça. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Je pense que la défaite au Classico fait partie d'une défaite finalement encourageante. Ils l'ont prouvé d'ailleurs contre Villarreal. Et Bilbao, un peu comme Barcelone, c'est une équipe qui aime bien jouer dans son stade, et là un déplacement à Barcelone ça me paraît compliqué, donc ce sera tout simplement le 1 pour moi, victoire de Barcelone. Bien sûr, nous sommes sur la même longueur d'onde, nous pouvons faire une longue ligne droite ensemble, puisque je vois aussi Barcelone s'imposer malgré mon petit coup de cœur pour les frères Williams. Je pense que, comme tu l'as dit Guillaume, ils sont pas à domicile, et voilà, au Camp Nou ça sera pas pareil, donc victoire sèche de Barcelone à domicile, messieurs. Prochain match, Betis-Séville, 4e, 5e, l'Atlético de Madrid
Mon cher Patrice. Très compliqué. Ah oui, ce match-là. Donc, moi, comme j'ai la possibilité de jouer un triple sur cette grille, comme tous nos parieurs, ceux qui vont jouer la grille à 96 €, donc j'ai choisi ce match-là pour prendre ma petite assurance garantie, et parce que je suis incapable de vous sortir un vainqueur de ce match, donc je la joue 1N2. Même analyse que Patrice, je suis incapable de vous donner un vainqueur, donc je me dis qu'il n'y en aura peut-être pas. Donc j'ai tenté le risqué, le match nul. Pourquoi pas, si ça passe, je serai riche peut-être demain. Alors c'est le match donc Betis-Séville, et c'est vrai que pour moi, Betis-Séville peut l'emporter. Et aussi, l'Atlético peut l'emporter. De toute façon, malheur à celui qui perdra ce match, puisque ça vaut donc un changement de classement. Celui qui perd se fera dépasser, en tout cas, ou restera à distance de celui qui confond donc victoire ou du Betis ou aussi victoire extérieure de l'Athletic Bilbao. Patrice, entre l'Atalanta, cette surprenante seconde de classement face au Lazio de Rome. Match intéressant, match que j'ai bien hâte de voir parce que ça promet de belles phases de jeu. Moi, je dirais que sur ce match-là, Atalanta a un petit avantage. D'abord parce que Lazio, l'absence d'Immobilier peut être un handicap, mais Lazio reste la meilleure défense de la Liga, de la Serie A, pardon. Donc attention. Mais bon, je vais quand même pronostiquer une victoire de l'Atalanta. Peut-être à la dernière seconde, un but de Zapata. Non, pas Zapata, il est absent. Non, c'est Lookman, le jeune Lookman. Allez, j'ose le 1. Moi, c'est compliqué ce match. On a un bon Atalanta, mais comme je le disais tout à l'heure, la Lazio, ils sont capables de les embêter. Alors moi, j'ai tenté le nul, encore très très risqué, mais bon, c'est avec des risques qu'on peut gagner de l'argent. Mais moi, messieurs, j'ai pris le risque inverse, puisque nous sommes allés souvent, lorsqu'on a deux équipes aussi proches au classement et que les enjeux sont grands, ça finit par un match nul. Moi, je me dis quand même que soit la Lazio, soit l'Atalanta, donc il faudra preuve d'audace pour pouvoir remporter ce match. Donc, grand écart, soit victoire de l'Atalanta, soit victoire de la Lazio à l'extérieur, messieurs. L'AS Roma, toujours, on dit, tout dans le haut du classement, là, le chef, le leader. Joli match. Napoli qui se déplace à l'AS Roma. Joli match en perspective, effectivement, face à Mourinho qui va... Beaucoup de tactique, je me sens. Voilà, qui va la jouer très tactique. Très musclé aussi, je pense. Voilà, il y aura du tact, il y aura de la rugosité. Quand on joue le leader, forcément, on s'applique, surtout à domicile. Donc, ça va être un match, encore une fois, très, très spectaculaire, à mon avis. Pas fermé du tout. Enfin, fermé, oui, s'il y a l'AS Rome et le bus, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc, je fais confiance à Naples pour continuer sur sa lancée et puis faire en sorte que, les Osimhen et Krachachacha je me suis entraîné. L'emporte sur l'AS Rome. Pronostic ambitieux, je l'avoue. Mais, comme disait Guillaume, pour gagner, il faut jouer. Ouais, tout à fait. Moi, je m'attends à un match très très tactique, mais avantage quand même au Napoli. Donc, je vais miser le N et le 2 avec un petit but de Kvaratskhelia. Alors, moi, je dirais pareil, mais Raspadori. C'est plus facile à dire. Giovanni Raspadori. Il m'a séduit. Bon, et puis, la série est vraiment bonne pour le Napoli. La psychologie est là, la technique est là. Donc, pour moi, victoire à l'extérieur du Napoli. On retourne en Angleterre, messieurs. On parle Special One, mais là, c'est en Angleterre, entre deux bofs. Les White on the Blues, Leeds face à Fulham. Patrice. Match bof, équipe bof, résultat bof. Pour moi, c'est le nul. D'accord. Moi, j'ai quand même tenté, comme je le disais, petit avantage à l'équipe de Fulham, parce qu'ils ont un buteur hors pair quand même, donc ce sera clairement un 2 pour moi. Oui, effectivement, moi, après avoir vu le match vraiment moyen de Fulham, mais j'ai vu des occasions, j'ai vu quand même, voilà, ils peuvent quand même redresser la barre face à une modeste équipe de Leeds, donc victoire aussi à l'extérieur pour Fulham face à Leeds. Tottenham face à Newcastle, belle confrontation, là encore. J'ai toujours, moi, avoué avoir un petit faible pour Tottenham. Je trouve qu'ils ont un jeu particulièrement dynamique. J'étais un petit peu déçu pour eux l'année dernière qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne carburation. Et puis, au fait, ils avaient des problèmes aussi avec leurs joueurs.
Mais le mariage Son et leur attaquant vedette, là, Kane, me paraît une très bonne chose. Et cette année, ils sont troisième, ils sont pas pour rien troisième. Donc moi, en plus, je joue à domicile avec un Loris de feu dans les buts. Je me dis que Tottenham peut l'emporter. Donc ce sera 1 pour moi. Et alors clairement pour moi Tottenham a une équipe qui est un peu mieux construite, un peu plus habituée à jouer des chocs, donc c'est pour ça que ce sera le 1 pour moi, mais je vais compléter avec le N parce que Newcastle c'est une équipe qui m'impressionne depuis le début de saison. Mais moi je suis allé un peu plus loin que Guillaume, j'ai osé la victoire de Newcastle parce que je trouve effectivement c'est une équipe qui aussi est prévisible dans le sens où elle ose, elle ne va pas gaspiller, comme on dit, ces 90 minutes et se laisser en agneau expiatoire face à Tottenham. Donc si Son et les siens ne mettent pas les occasions qu'ils ont, c'est sûr, on peut compter sur une belle victoire de Newcastle à l'extérieur. Southampton face au leader Arsenal. Match facile à pronostiquer ou match piège? Facile non, mais disons que si on se réfère à tout ce qui s'est passé avant et à l'ambition d'Arsenal cette année, et aussi au fait qu'ils ont quand même maintenant 4 points d'avance sur City, ils sont un peu plus à l'aise, je pense qu'ils devraient gagner. Mais comme j'ai la possibilité de mettre un petit nul, je me dis que Southampton étant une équipe qui est assez faible, peut-être qu'ils vont arriver avec un petit peu, moi, ce que j'appelle les chaussons, hein, et ne pas respecter cette équipe forcément. Donc attention danger, parce que ils sont déjà fait facilement piégés cette année. Ils ont fait un faux pas une fois, donc ça peut être encore un autre. Donc je préfère assurer victoire de Arsenal avec un petit nul en assurance. Guillaume? Moi honnêtement, je vois pas Arsenal finir champion, je ne vois pas tenir le rythme toute la saison, et donc ils sont peut-être capables d'être en méforme sur certains déplacements. Ils sont partis à Eindhoven, ils ont joué à Eindhoven en milieu de semaine. Donc pour moi, je vais prendre la surprise de match nul, match bof pour moi. Voilà, ça en espérant que ce soit payant. Moi, je ne crois pas que ça soit le bon client en face. Peut-être que la série d'Arsenal va s'arrêter, mais pas face au modeste Southampton. Donc victoire pour moi à l'extérieur, peut-être avec la souffrance habituelle depuis quelques matchs d'Arsenal face à Southampton. Messieurs, dernier match, 14e match donc, de cette grille à gagner dimanche avant 8h55. Villarreal, Soumaré qui a l'habitude de couler, mais de vivre sous l'eau, va-t-il se relever face à Almeria? C'est vrai que cette année, ce début de saison, Villarreal ne nous a pas laissé ébahis devant un jeu flamboyant. Mais Almeria, franchement, n'a pas grand-chose à proposer non plus. Donc moi, je dirais que Villarreal, chez eux, ça fonctionne bien. Donc je dirais victoire de Villarreal sec, parce que Almeria, à l'extérieur, c'est quand même très très faible. Pareil, pas de surprise pour moi, je serais incapable de vous citer un joueur d'Almeria, donc ce sera clairement le 1 pour moi. C'est clair et net, comme moi, pas de quoi c'est pour monnaie, sans mauvais jeu de mots en cette soirée, mais en tout cas, pour moi, victoire nette et claire du Villarreal, avec Moreno et les siens, normalement, face à Almeria, normalement, ça devrait le faire. Messieurs les experts, en chef de meute par intérim, Ronnie nous a voulu encore, mais c'est normal, nous donner aussi cette possibilité de pouvoir innover avec cette dernière possibilité de pouvoir, entre nous, nous confronter jusqu'à la fin de la saison avec le nombre de points à chaque fois. Donc, pronostiquer sur un match qu'on a tiré au sort et chacun mettra sur sa tablette. Donc, son pronostic en termes de résultats et peut-être même ceux qui veulent oser mettre le nombre de buts. Et on se voit tablette cachée jusqu'à jeudi prochain pour pouvoir confronter est-ce que nous avons été bons sur ce match-là. Je dis Flore le... Attention, il fait une main innocente, normalement. Je vais tirer, je vais aller. Voilà. Allez. Quel sera le match? Alors, sur le match... La fiche du jour est... Nice-Nantes, messieurs. Ouh là là. Nice-Nantes. Ça commence bien. Nice-Nantes. Essuyez bien vos tablettes, préparez. Et l'huissier va se charger de conserver. Alors je crois que Ronnie nous a dit qu'il fallait mettre un seul résultat, pas de 1N, pas de N2, on a droit qu'à un seul. C'est sec, pas de triple, pas de double. Voilà, donc oui, j'avais mis N2, là je pourrais pas du coup. Donc c'est avec le nombre de buts, tout ça. Non, c'est juste le résultat, 1 ou N ou 2, mais on n'a pas le droit de mettre
un N ou N23. D'accord, et pas de 2-0, 3-0, 4-0. Si on veut, on peut. Après, c'est le bonus, ça. Si tu trouves le résultat, magnifique. Voilà. Ah ouais, ça serait Nice-Nantes. Oh. Nice-Nantes. Ouais, on peut préciser le nombre de buts si on veut. En cas d'ex-aequo, ça peut aider. Voilà. Moi, Okay. Moi, j'ai carrément mis le score. Hein. Moi aussi, je mets le score. Moi, mis le score. Ah oui, parce que comme ça, voilà. Donc, on met nos noms dessus. Hein. Voilà. Et après, ce sera scellé, c'est ça? C'est pas scellé, mais c'est conservé à l'abri. Voilà. Voilà. Hop. Donc rendez-vous jeudi prochain pour savoir c'est qui marquera le premier point donc, de cette petite rivalité que nous mettrons en place afin encore de pouvoir vous aider. Et en attendant, on voit la grille. La grille, c'est celle-là qu'il faut valider jusqu'à dimanche 23 octobre à 8h45. Donc Lille, Monaco, 1, N ou 2, Nice, Nantes, le 1, 3, Lorient, le 1 ou le 2, Reims, Auxerre, le 1, Clermont face à Brest, le 1, Toulouse face à Strasbourg, le 1 et le N, Barcelone contre l'Athletic Bilbao, le 1, Betis Séville face à l'Athletic de Madrid, le N et le 2, Atalanta Bergame face à Lazio de Rome, le 1, l'AS Rome face au Napoli, le 2, Leeds face à Fulham, le N et le 2, Tottenham face à Newcastle, le 1, Southampton face à Arsenal, le N et le 2, et enfin le Villarreal face à l'Almeria, le 1, messieurs, donc à valider pour 96 €. Alors nous étions dans les 10, 11, on va arriver à ce 13 chez 14, 13. 13 pour Guillaume la dernière fois, 11 pour moi la Voilà. dernière. Mais bon, On va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. Voilà, messieurs, quelques mots pour pouvoir finir cette émission un peu spéciale. Ma pensée évidemment va forcément à Mario, qui nous attendait normalement derrière cette porte à la fin de l'émission, mais qui ne sera pas là ce soir. Et ma pensée aussi beaucoup à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui malheureusement l'ont perdu comme nous, mais il restera toujours présent ici puisque son image nous suit depuis tellement longtemps, donc elle ne peut pas disparaître. Ouais, j'espère, comme tu le dis, que son esprit va perdurer après son départ et que l'esprit Éclair TV reste Éclair TV. Voilà. Merci Mario pour tout et on se reverra, mais de l'autre côté. Merci messieurs, merci monsieur des experts, et pour ne pas avoir une pensée pour notamment Alain et les enfants, et puis tout Bastien qui est endeuillé, qui est aussi dans cet effroi, et puis comment aussi ne pas mentionner cette belle fête que nous avions eue la fin d'année l'année dernière avec tout ce monde artistique, ce monde... Une fête dont il était un petit peu l'initiateur au départ. L'initiateur, c'est ça, donc une pensée pour tout ce monde artistique qui doit être touché par le départ de pionniers. Donc, comme on dit, reste bien en paix, repose en paix, cher Mario, et puis nous on se retrouve, messieurs. De la part de Rudy et de Ronnie. Et de Ronnie, bien évidemment. Qui nous accompagne évidemment dans cette pensée pour Mario. Merci messieurs, nous nous retrouvons jeudi prochain avec les experts et puis nos invités qui seront là, et puis nous ferons le meilleur hommage en faisant vivre ses conseils, en faisant vivre son expertise à lui sous les ondes d'Éclair TV, Éclair FM. Bonjour, bonne soirée. À bientôt.